te souviens la toute première fois que tu as pris un sacré coup physique et mental au travers du sport déjà? Ben, c'était mon premier jour à l'entraînement. Tout simplement. Est-ce que c'est pas le bizutage? J'ai jamais eu ce besoin de violence, cette envie de violence. C'est pas la violence qui m'attire dans la boxe, mais c'est un aspect que j'accepte. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je revendique beaucoup dans mes interviews, que ma préparation est 100% locale, je suis un pur produit de la Guadeloupe. Plus tu apprends, plus la sagesse aussi augmente. Okay. Donc tu te dis, en fait, ça sert à rien. Tu vois, comme dit Thierry Henry, je sais. Si tu me demandes, est-ce que je peux mettre une lucarne là? Oui, c'est que je peux. Oui, oui. Si on savait, ou quoi, mettre moi là en bas, là, quand vous m'avez un petit mot, en savant qu'il peut te gagner. Alors bien bonjour, bien bonsoir les internautes. Bonsoir. Allez, j'essaie, je fais exprès. Ce soir, on a un invité d'exception, comme tous les soirs, toutes les journées, tous les matins, ça dépend où vous voyez les choses. Et ce soir, on va accueillir Isaac. Isaac, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Mais déjà, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Un grand plaisir. Et je me présente Isaac Castard, donc je suis un combattant de Sarah de boxe française et 2 fois champion de France. Et récemment, je viens de gagner un combat pour la ceinture du World Open en Bulgarie. Et voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Je suis un passionné de sport de combat de base, pas spécifiquement de la boxe française. Mais du coup, je m'intéresse à un peu de tout, les arts martiaux, tout ce qui se passe. Et puis voilà. Oui. Ben, Isaac et moi, on se connaît déjà dans la vie. On s'est rencontrés dans le cadre du salariat, si on peut dire comme ça. Et on a l'habitude d'avoir effectivement pas mal de discussions. Et aujourd'hui, l'équipe et nous, on a pensé à une thématique pour toi, qui est en fait dans la vie, comment en fait encaisser les coups et se relever après un carreau, dans la vie, dans le sport du coup. Ok. Mais la première chose, je te demandais, alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené à la boxe? Alors la première chose qui m'a amené à la boxe, c'est que j'ai toujours aimé tout ce qui est le côté artistique d'abord, avant le côté... en fait, tout le monde voyait de la violence, alors que moi, je voyais ça vraiment, comme on dit, ce sont des arts martiaux. Et on oublie le côté art. Okay. Et c'est vraiment la maîtrise de soi, tout ça, j'ai toujours aimé ça. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fait du street workout, parce que c'est la maîtrise du corps. Okay. Tout ça, ça me plaît. Donc, maîtriser les coups de pied, les choses, les trucs comme ça, faire des drapeaux. Je me suis dit, je ferais des trucs comme ça, c'est important. Oui. Et voilà, c'est pas forcément... j'aime le côté maîtriser son corps. Et au-delà de ça, moi, je vois pas forcément de la violence. Et alors, effectivement, il y a de la violence dans les sports de combat, il y a les arts martiaux. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est une violence maîtrisée, en fait. La violence existe. Mais pas que pour les mauvaises choses. Donc c'est important, par exemple pour moi, pour un homme, même pour une personne lambda, de savoir maîtriser cette facette, parce que c'est quelque chose qui nous fait peur, selon moi. Mais qui fait partie de nous, du coup. Mais ça fait partie de tout un chacun. Ok, d'accord, ok. Donc au départ, c'est plutôt pour le côté art et le côté maîtrise de soi et du corps et du mental. D'accord. Est-ce que justement, par rapport à justement le côté violence et sport de combat, est-ce que tu te souviens la toute première fois que tu as pris un sacré coup physique et mental au travers du sport déjà? Ben, c'était mon premier jour à l'entraînement. Tout simplement. Est-ce que c'est pas le bizutage? Alors moi, mon approche par enfin le pourquoi que j'ai fait de la boxe française, parce que je voulais faire de la boxe thaï à la base, parce que c'est ce qui m'intéressait. Mais je connaissais pas de club de boxe thaï, donc j'ai vu que dans mon collège on faisait de la boxe française en UNSS, donc c'est le seul sport de combat qui existe en UNSS. T'as fait sport-études? Donc non, même pas. UNSS, dans tous les établissements, tu peux en faire normalement. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert la boxe française. Et étant un passionné déjà, ça m'intéressait déjà. J'aimais jouer à Tekken à l'époque, et Dragon Ball, tout ça. Donc je voyais tous les mouvements. Ça veut dire que mon personnage préféré, il s'appelle Warang.
Et il est très bon en taekwondo. Oui, je vois lequel maintenant, je vois qui est maintenant. Et en fait, ces mouvements, je les comprenais. C'est-à-dire que je savais déjà faire les mouvements sans savoir comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'il faisait, tout ça, genre un coup de pied, le pivot, des trucs comme ça. Je savais déjà faire ça avant de faire de la boxe. Donc l'observation beaucoup. C'est ça. Et ton observation et voilà. Donc quand j'ai fait les premiers cours UNSS, le coach il me dit ben, tu en as déjà fait? Je lui dis non. Ok. Et très vite il me dit, j'avais fait champion de Guadeloupe en UNSS, il me dit écoute, arrête de perdre ton temps en UNSS, il faut que tu ailles dans le club là, il y a un club dans le quartier, vas-y. Qui s'est avéré, qui s'est avéré être le meilleur club de Guadeloupe. Du coup mon coach qui est très ancien, qui s'appelle Charles Bouy. Shout out à Charles Bouy. C'est lui qui a emmené la savate boxe française en Guadeloupe. Ok. Donc aujourd'hui, il a 82 ans et je vous jure que si vous le voyez, il est impressionnant. Ok. Il part avec moi en métropole, le gars, il gît devant nous, nous trollons, nous ralenti mon gars, nous qu'à marcher, voilà quoi. Donc franchement, c'est quelque chose, mon premier entraînement. Alors il me dit ouais, va sous le ring. Donc je vais sous le ring, il me met face à un gars, le gars doit faire 65 kilos. Et toi à l'époque c'était combien? Tu vois, même à l'époque j'étais dans les 75. Ok. Tout comme ça, tu vois, j'ai toujours eu un petit gabarit même étant jeune, tu vois, j'avais 14-15 ans. Et 14, 15 ans, 75 kilos? Ouais, à peu près, ouais. D'accord. Et du coup, je vois le gars tout petit et tout, je me dis ok, voilà, tranquille. Et le gars, je l'ai pas touché. Ok. Le gars, je l'ai pas touché, mais il avait un gros niveau aussi. Et du coup... Tu as pris ta revanche après ou pas? Comment? Tu as pris ta revanche après ou pas? Déjà, après le coup déjà. J'ai pas eu le temps, malheureusement. Il est parti à la métropole. Mais en tout cas, vite, bye. Petit bisou alors. Mais du coup, mais c'est de bonne guerre. Et du coup, le gars, il me fait des revers, visage, il me fait des trucs, je comprends rien. Je me dis, waouh. Après, il y a un autre, c'est un ancien du club, lui est bien sûr beaucoup plus grand, il a été un peu plus lourd que moi. Dans le même jour, premier jour, t'as fait passer une personne? D'accord. Ouais, pourquoi? Tu te la pétais ou bien? Non, pas du tout, c'est comme ça en fait. À l'époque, quand tu rentrais dans un gang, c'est un gang finalement, j'ai l'impression. Dans un club, en tout cas de sport de combat, le premier jour en fait, c'est comme ça que tu fais le tri. Ça veut dire si tu lui pètes sa gueule le premier jour, s'il revient encore, c'est qu'il en veut. Ok, tu bien. vois, si tu le revois plus, on a compris pourquoi. Ok. Tu vois, c'est déjà un test. Ok. Au niveau mental, etc. et tout. Moïse, c'était ton cas? On a fait comme ça aussi à ton niveau? En fait, quand j'ai commencé, j'avais 6 ans. Donc, Ah ouais, non. Allez, 6 ans, on peut pas la gueule comme ça. Ouais. Tu fais pas ça. Ok. par contre, quand j'ai fait un champion en savate ou même en UFC comme judo, ben, c'est pareil. Hein. Ça veut dire si tu commences à entrer dans le cours, tu commences à faire le show, très vite on va te faire voir les gars qui sont bons. Tu vas comprendre, vas-y, calme-toi, tu viens d'arriver. Bien. Oui, donc du coup, c'est Moïse qu'on a interviewé du coup, dans un des podcasts et du coup, on va permettre de suivre. On mettra ça dans un des encarts si notre monteur est. Voilà, on mettra ça là ou là. Je ne sais pas où tu as passé ta... Quelque part, t'as passé là. Et donc, du coup, ouais, donc la deuxième personne a fait passer une deuxième personne d'un coup. C'est ça, et lui c'est un coach, un des coachs du club. Ok. Et là, j'ai commencé à sentir de vraies patates. Parce que voilà, je me dis, waouh. Parce que l'autre, c'était comme il était plus léger, c'est les répétitions qui ont fait que. Là, tu commences à accuser le coup. Ok. Mais là, c'est genre, tu prends une patate, tu te dis, ok, j'en veux pas deux. Du coach. Du coach. Ouais, d'un des coachs du coup. Parce qu'on avait plusieurs coachs dans ce club. Et du coup, je commençais à m'entraîner dur et moi j'ai aimé ça. Je suis rentré chez moi, j'étais content. D'avoir pris les Elle coups. n'était pas très contente, Ok. mais j'étais content parce que déjà j'ai des gars qui ont un haut niveau et j'aime avoir ce cercle où tu sais qu'il n'y a que des gars chauds. Et à l'époque, quand je suis rentré dans mon club, il n'y avait que des gars chauds. Ça veut dire que il n'y avait pas un petit gars où tu pouvais te reposer, genre tu te dis ouais lui ça va être tranquille et tout. Tu sais que chaque gars, voilà, avant d'aller dans mon club, il y avait une préparation mentale parce que tu te dis ah ouais je veux de la sacaille chaud. Hein. Avant même tu te dis pour faire bien dormir parce qu'il y a un tel demain. Donc ça va discipliner. Voilà, tu vois. Et ouais, c'était ça. Donc les premiers coups, donc forcément. Donc du coup, t'as plutôt fait, c'était une bonne réaction quoi. C'est là que t'as vu que tu aimais vraiment les coups du coup. Non, j'aimais pas les coups. J'ai jamais aimé les coups. Ah, c'est Par paradoxal. contre, je me suis toujours dit, pour pas prendre un coup, faut entraîner raide. Donc, voilà. Mais je sais que ça fait partie du jeu. J'aime pas en prendre, mais ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas boxer sans prendre le coup. Et après, il faut pas que ça soit une surprise non plus. On dit ça à tous les boxeurs, il faut pas que tu vives tes premières expériences le jour du combat. L'entraînement est fait pour ça. Ok. Le combat, c'est juste, tu mets en pratique ce que tu as répété, toutes tes répétitions, tout ce que tu as vécu. Ouais. Les pires coups tous les boxeurs vont te dire ça, les pires coups qu'ils ont pris, c'était hors du ring.
Ok, d'accord. Donc, il y a une modération avant. Rares sont ceux qui ont vécu les pires trucs le jour du combat. Ok. Il y a certains que c'est arrivé, mais c'est rare. Ok. Et du coup, le but, c'est d'être préparé à ça, et voilà. Donc, c'était la première fois qu'on m'avait dit que tu avais pris le chaos. C'était combien d'entraînements? Non, j'avais pas pris de KO, mais j'étais sonné, j'étais en sale état, tu vois. Ouais. Ma mère a pas trop apprécié mon J'imagine visage. bien. C'est chiant. Le visage était tuméfié. Ouais. Attends. Bouche pétée, visage, tu vois, bon des marques partout. Donc, c'est bien, ça veut dire que c'était le gang, hein? D'accord. Le rite de passage, du coup. Ok. Avec voilà. la protection ou pas? Non, j'avais pas de protection à ce moment-là. D'accord. Donc, c'est ça la différence entre 6 ans et 14 ans. Éternel, ok. Mais après, 13 ans, ouais, ils m'ont bien. avoué qu'ils ont senti que j'avais un gros potentiel et ils ont fait ça exprès pour vraiment voir Te repousser si le on peut pouvoir. faire quelque chose avec ce gars-là. Parce qu'ils avaient déjà des projets pour moi dès le premier jour. Ok. Donc ils se sont dit, bon ben ce gars-là, on va en faire quelque chose et ils ont pas fait ça avec chaque gars, ils ont on va te péter la gueule, mais assez gentiment. Ok. Mais moi, ils ont mis une petite couche supplémentaire parce qu'ils avaient un projet pour moi. Ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà pris un carreau dans ta vie, justement? Non, pas pour le moment, mais tu parles bien dans le sport. Dans le sport, pour Dans le l'instant. sport, non. J'ai déjà pris eu des downs, ça veut dire que tu te fais toucher, mais pas KO où vraiment tu... Ou tu peux comment pas on dit reprendre le comment combat. il a éteint la lumière, c'est ce qu'on dit souvent. Voilà, non, j'ai Ok. déjà été très sonné. Le grand champion là dont je parlais, que j'en parlais tout à l'heure, Oui. Caméra. Tu connais? Et lui, il s'appelle Herbert Danois, et son frère Sylvio Danois, aussi grand champion aussi du monde, etc. De différentes disciplines d'ailleurs. Et lui, il était passé un soir de Noël. Ok. Juste le lendemain de Noël, on avait entraînement, tout le monde est là en mode décrassage. En Guadeloupe ou là-bas? En Guadeloupe. Ok. Et moi, je vois, lui, il est venu en vacances à ce moment-là. Et moi, je vois un gars qui arrive, et à ses équipements, je vois qu'il n'est pas débutant. Ok. Je vois son corps, je vois les équipements, je me dis, ok, toi, t'es pas un débutant. Mais je savais pas c'était qui. Ok. Quand il boxe, je vois qu'il est chaud. Il a boxé justement avec le fameux coach qui m'avait frappé le premier jour. Et je vois que c'était chaud. Et mon tour arrive. Je me dis, ok, ça va être chaud. Et lui, il m'a fait, je sais pas si vous avez regardé un peu l'UFC Un petit peu comme ces derniers temps. Il y avait un très grand champion à l'époque qui s'appelait Kamaru Usman. Oui. Et qui s'est fait éteindre par un Jamaïcain qui s'appelle Leon Edwards. Oui. Et lui Jamaïcain anglais, ouais. il lui fait une feinte et il envoie la jambe en même temps pour lui faire, faire comme ça, il met la tête de côté et il prend la jambe de plein fouet et KO. Ok. Et moi, c'est ce qu'il m'a fait exactement la même chose, sauf que fort heureusement, je suis pas tombé, mais c'était la première fois où j'étais vraiment... Franchement, il m'a mis une note et j'étais à terre, tu Ok. vois. Et je me suis dit, waouh, ok. C'est ce que ça fait. Ouais. Donc, voilà, j'ai eu des downs, mais après, où je me fais compter, ça m'est arrivé une fois, ça. Tu te fais compter? Ouais. En compétition ou du coup en entraînement? En compétition. Récemment? Ouais, à ma finale là, c'était le 5 avril. Ouais. En Bulgarie, hein, on rappelle. Non, pas C'était où ça? c'était à Paris, au stade Pierre de Coubertin. Ok. Et à ce moment-là, c'était Alors chaud. comment le corps réagit à ce moment-là du coup? Mais comme je t'ai dit, là, les gens m'ont lâché. Ok. Les gens m'ont lâché, j'ai rien compris. Je me suis dit, waouh. Et là, je suis sous mes bras comme ça. J'étais pas à terre complètement. C'était vraiment, les gens m'ont lâché et je tiens comme ça sous mes pieds. Je suis vraiment comme ça au sol. Ok. Et j'essaie Conscient de tout, on en parlait, mais ouais, il faut qu'on puisse conscient de tout ce qui se passe. Ok. Mais en même temps, je veux me relever, mais je peux pas. J'y arrive pas. Ok. Ton cerveau te dit fais, mais ton corps te dit non. Ok. Et au bout d'un moment, j'y arrive. Donc, je me reconcentre et tout. Mais tu vois, il y a l'orbite Oui. qui me compte et qui me regarde. Et après, il te fait signe, est-ce que tu peux lever? Exactement. Et reprendre le combat. Ouais. Donc, je fais le signe. Mais pendant qu'il me dit ça, je vois mon adversaire qui me regarde déjà chaud pour revenir. Et je me dis, je me dis, Oh. ouah, mais c'est vraiment terminé là, ça va être chaud. Et dans ma tête, je me dis, ah, pourquoi on va pas éteindre mon soin là? Parce que justement, c'était l'un de mes plus gros événements, parce que justement, c'est un stade assez mythique, le stade Pierre de Coubertin à Paris. Et là, il y avait gros événement, gros live. Tu représentes la Guadeloupe, tu Il y connais. avait, ouais, en plus, moi, j'arrive, je représente la Guadeloupe et tout, et il y avait un gros public, et c'était en live par, ça s'appelle Fight Nation. Ok. C'est vraiment, ils sont, maintenant en France, ils ont commencé à se faire un nom, c'est-à-dire c'est eux qui rediffusent tous les sports de combat, que ce soit MMA, boxe, tout ça. Et maintenant, ils rediffusent aussi pour la boxe française à haut niveau pour les combats. Donc, Donc du coup, attends. Bon, du coup, pas de KO, de bons downs, d'accord? De là, du coup, les jambes coupées, hein, si je comprends bien. Ok, donc pas de KO. Bon, mais tu connais déjà, bon, la thématique, c'est comment encaisser les coups, tu vois, et se relever d'un KO dans le sport et dans la vie. Maintenant, dans la vie, est-ce que tu as appris, du coup, des sacrés coups mentaux? oui.
Et est-ce qu'ils t'ont mis KO quand même? KO, c'est beaucoup dire, je dirais down. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais baissé les bras, peu importe la situation. C'est-à-dire, Ça te met d'où ça? je sais pas, j'ai toujours eu cette mentalité guerrier. Je suis un gars, je voulais aller à l'armée. Je voulais, après, je me suis dit, ok, je vais faire, je voulais être GIGN ou faire partie du RAID, être dans les unités d'élite. Ok. Et je me suis dit, dans tous les cas, je veux être un tueur dans la vie. Ok. Donc, quitte à Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Voilà, le mot est lâché. quitte à être un tueur, je veux que ça soit au service des gens. Je tu vois. Qu'on te paye. Et ouais, qu'on soit payé, parce qu'en soi, le GIGN, il intervient pour, par exemple, quand il y a attentat, des trucs comme ça, tu vois, c'est pour les terroristes, etc. Ou malheureusement, les Guadeloupéens cabarets aussi tu bois trop longtemps. Bon, mais Voilà, à la rive. J'ai sensible. voilà. À la rive. Mais voilà, tu vois, bon. Mais du coup, moi, je voulais faire ça. Et parce que Et donc, du coup, de gros dames dans la vie, du coup. Un ou plusieurs d'ailleurs. plusieurs. Est-ce que tu en as un marquant que tu pourrais relater? Il y a le côté professionnel, hein, dans la vie professionnelle. De toute façon, on a travaillé ensemble. Oui. On va- C'est que t'avais été une femme. Ah, Bon, alors, à la plusieurs fois, on va réinviter Moïse pour cette séquence-là, mais pour la section, comment on appelle ça, le rapport homme-femme. Ah, ça sera dit. On fait un plateau d'ailleurs. Hein. Section de mot. Ah, section 1, comment? Section de En un seul mot, bien. Oh, j'aime bien mon équipe, à mon image. Et donc, du coup, oui, professionnellement parlant, ouais, professionnellement parlant, madame, les dames, ils maîtrisent, c'est bon. c'était une femme d'ailleurs. Allez, bah moi, c'est ça. Alors, on passe à si il était plus 6 mois, mais il était chaud 6 mois. Et il était quand même difficile 6 mois, et franchement, ah ouais. Donc, Ah, mince. c'était chaud. Une entreprise dont je tairai le nom. Oui. Du coup, c'est ça, elle se reconnaîtra. Bisous à toi. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, c'était très chaud. Et tous les jours ici, moi, mentalement, en fait, ça commençait à être fatigant. Ouais. Et je cherchais la petite bête, chaque truc. Alors qu'il y avait des stagiaires, des trucs, ou moun qui a fait plus mauvais que moi, mais c'est mon problème là. Tu Ok, vois, je donc vois. même si ce que je faisais n'était même pas mauvais en soi, c'est-à-dire même quand je fais un bon truc, mauvais. Donc, Sacré management. Oh. Et comment tu arrivais justement à allier ta vie professionnelle et ta vie de sport pour atteindre un niveau aussi important en sport? Ah Est-ce ben- qu'à un moment, le sport a pris le pas sur la vie professionnelle? Comment tu t'es organisé? alors à un moment oui, à Est-ce ce moment-là, est-ce qu'il faut que je reformule l'équipe? Vas-y quand même, On sait, mais parce que par rapport au micro, tu sais. Alors du coup, la question qui a été posée, c'est comment tu faisais pour allier finalement cette vie professionnelle qui était assez oppressante et la vie sportive pour garder ce niveau sportif-là. C'est ça. Ouais, c'est ça. donc à ce moment-là, je faisais pas de boxe, j'avais arrêté la boxe suite par rapport aux études et j'avais vécu certaines difficultés parce qu'à l'époque quand j'étais jeune, je suis parti très vite au championnat de France, jeune en assaut, et j'avais fait vice-champion de France. Et je l'avais eu amer parce que j'avais eu la sensation, en tout cas, que j'avais été volé. Et l'organisateur était venu me voir, il m'a dit, ouais, mon fils, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, mon fils, on t'a volé. Donc, au cas où si j'avais le doute. Et puis, voilà, donc j'étais revenu en Guadeloupe avec le petit goût amer, tu vois, et je me suis dit, bon, mais c'était quand même intéressant puisque beaucoup de personnes m'ont félicité. J'ai vu, ça a commencé de là, les journaux, l'engouement derrière. Et je me suis dit de toute façon, ils vont me relancer. Et j'ai trouvé qu'il y avait un petit sommeil. En tout cas, je pense que la boxe française n'était pas assez développée à ce moment-là pour pouvoir faire de moi quelque chose de plus haut. Et je pense que j'avais de trop grandes attentes. D'accord. Par rapport à la structure ici, tu veux dire? Ouais, c'est ça, par rapport à ce qui était faisable. Ok. Mais bon, quand tu es jeune, tu n'as pas forcément cette conscience. Ouais. Et au bout d'un moment, ayant eu des combats annulés, des trucs comme ça, je me suis dit, écoute, on se concentre sur les études, et puis voilà. Ok. Et j'arrive dans cette société, à ce moment-là, je faisais déjà du street workout, et là, j'étais à fond en street workout. Ok. Et du coup, j'ai arrêté l'entraînement. Mentalement, j'étais pas assez stable pour pouvoir faire l'entraînement, et aussi, parce que ce sont des sports très physiques et qui sont très éprouvants. Donc, t'as Et bien cette énergie-là pour le je travail. quittais le travail, j'avais pas de force. Ok. Mentalement, en fait, et c'est là où tu apprends vraiment le côté où comment mentalement tu peux être vraiment HS et ton corps aussi est HS. Ok. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu t'éteins, je mange même pas. À pas me cabosser, donc je réalise que
en pas me baigner. Ça m'est arrivé des trucs comme ça, tu vois. Bon, pas dans son cochon, mais. Non. Mais bon, ça m'est arrivé. Non, mais c'est que t'as intérêt. Ouais, dis dans la C'est tête. tellement dur que lorsque tu rentres lessivé. Ouais, c'est ça. Mais et Ok. ton cerveau s'éteint. Ok. Tu vois. Et Mais- en fait, c'est une phase que tu vis aussi en tant que sportif. Hein. Ok. Et tu te dis que tu penses pas que c'est possible comme ça, en fait. Au niveau mental, juste comme ça. Ok. Oui, oui. À quel moment tu as su que tu voulais être un champion? À quel moment, alors Moïse pose la question, à quel moment tu as su que tu voulais être un grand champion? C'est ça. Dès que j'ai commencé la boxe. Ok. Ouais, moi je voulais pas. Moi je suis quelqu'un, l'important c'est de participer. Non, je suis Non. pas très comme ça. C'est pas l'esprit combattant. J'aime aller chercher le best, tu vois. Et du coup, je m'inspirais des plus grands. Et forcément, j'ai même entraîné avec les plus forts. Je voulais pas être dans des salles où il y a des gars qui sont là, qui viennent, qui poussent ça m'énervait. Il y en a plein aussi qui viennent à la boxe juste pour dire qu'ils font de la boxe aussi, tu vois. Et moi, j'avais un objectif voilà. Si bien que j'avais pas assez d'entraînement de boxe française dans la semaine, j'ai été m'inscrire dans un club de boxe thaï et je faisais les deux en même temps. Bon, après, je dormais à l'école, mais voilà. Et est-ce que c'est je fais la petite passe décisive aussi, la petite passe D. Est-ce que c'est ce même mental-là qu'il faut justement lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat? Vouloir être le meilleur ou être établi? Alors moi, je vis les choses exactement comme lui. Mhm. Alors, pareil, moi, à 14-15 ans, il y avait des écoles militaires aux États-Unis. Là, Ok. on voyait les gamins, je rêvais d'aller là. Ah ouais. Je voulais être un sniper, un GIGN. Donc, tu es mon aussi, quoi. Truc aussi, ouais. Il y a le pays. Et, Et puis, où ça? et dans l'entrepreneuriat, Mhm. ben, l'objectif, c'était de devenir un des meilleurs mondiaux. Ok. Voilà, un Bill Gates, un Warren Buffett, un Steve Jobs, etc. Ouais, la cible, c'était ça. Bon, avec le temps, on finit par se rendre compte que c'est peut-être pas ça qui va nous permettre d'être bien avec nous-mêmes. Mhm. Mais oui, au début, Être un tueur, quoi. Ouais. On nous dit Thierry Henry dans la façon de dire les choses. Être un tueur. C'est vrai, mais il y a une sorte de dire dans ce qui se profile un peu dans l'entrepreneuriat, c'est un peu ce mindset de sportif de compétition. De grandes ambitions, se donner les moyens d'y arriver, même si c'est pas forcément avec une préparation physique, mais une préparation mentale qui va avec aussi. Deux questions. Et comment mentalement vous tenez le fil, que ce soit en tant que sportif ou en tant que... Est-ce que vous n'avez pas des espèces d'astuces que vous utiliseriez aussi dans la vie de tous les jours, mais que vous utilisez dans votre l'entrepreneuriat, à la fin de notre sport? Alors par rapport au sport, tu utilises des petites techniques et tu toujours s'inspirer des grands champions. En fait, ça ne se réinvente pas. Pour moi le business et le sport, c'est pareil. Le business a toujours été là. Tu vas pas le réinventer. Tu vas pas réinventer un nouveau truc. Tu vas réinventer un truc qui est exceptionnel à sa façon. Mais la boxe, ça ne se réinvente pas. Ça a toujours été là. Et pourtant, tu as des combattants tu vas dire, ah ouais, lui, il y a John Jones par exemple. Ouais. Tu vas dire, John Jones, ah ouais, lui, c'est incroyable. Il a rien inventé, John Jones. Il a juste pris différentes disciplines et les a bien maîtrisées. Quand tu vois John Jones combattre, je vois beaucoup de savates aussi. Il fait des chassés, il pète les genoux des gens, des trucs qui sont interdits par exemple. Oui, tu vas à la limite, John Jones, tu vas à la limite. Ouais, en kickboxing, en boxe thaï par exemple. Et c'est pareil, ça ne se réinvente pas. Tu t'inspires des plus grands. En s'inspirant des plus grands et tu remets à ta sauce, eh ben ça le fait. Moi c'est pareil. Après tu cherches des petites astuces qui toi vont t'aider au quotidien. Moi j'avais un petit truc au début. J'aimais la maîtrise de soi et pouvoir me dire si je veux te frapper là, je te frappe là. Et je vais pas te louper. Sauf si tu t'es protégé à temps. Et c'était, surtout avec les jambes, j'étais très sous les jambes. Hein. J'ai toujours été passionné par les jambes. Et je m'amusais à éteindre et allumer. Moïse. Allumer, éteindre et allumer. allumer les lumières, tu vois. Voilà, bon, La voilà. lumière de chez moi, c'est ma chambre, boum. Avec Jean-Mike. Boum, le plus rapidement possible. Au début, tu prends un peu de temps, bien cadré, tout ça, machin. Et après, je le faisais naturellement tech. Donc, J'allume. Petit dédicace Voilà. à l'élève. Je pense aussi. Donc, il y a toujours ce fil conducteur, en fait, c'est toujours cette notion de maîtrise du corps. Une maîtrise du corps. Et ouais, après, je te demanderai une petite question par rapport à comment tu as pu te relever de ça. Du coup, Moïse, Moi, j'ai une question comme aujourd'hui, tu atteins le haut niveau et tu es un champion, comment tu as gardé l'humilité? Alors maintenant que tu as un grand niveau et que tu es un champion, comment tu as gardé l'humilité? Ben, pour moi, l'humilité, ça, c'est à la salle de boxe. Hein. Tu sais, il y en a plein, ils peuvent toujours faire les shows, machin. Mais la plupart des champions,
quasiment chaque champion peut vous dire ça. Hein. À sa salle, il y a un gars qui le défonce. Hein. C'est juste qu'il n'est pas champion, lui, il n'a pas le titre. C'est vrai, il y a même ça. Mais on a tous Parce que connu dans ça. leur équipe, pas toujours plus fort, bizarrement, mais ils sont pas Genre, les le coach là, dont je parlais, lui, pour moi, c'est un grand champion. J'ai connu des mecs, je me dis, mais ils ont 0 titre. Ok. Mais pourtant, mais frère, les gars, c'est des monstres. Je me dis, mais en fait, en Guadeloupe, par exemple, on dit que c'est une terre de champions, mais c'est impressionnant. Même en football, dans des souhaits, j'ai vu des choses. Je me dis, what? Mais c'est incroyable. J'ai vu des Ronaldinho sur les télé, les gars. Et parce que, ben, peut-être qu'il n'a pas le filon, il n'a pas machin, ben, il n'est pas passé ou quoi que ce soit, tu vois, ou peu importe, lui, il fait ça juste pour le plaisir. Mais le gars ne s'en rend même pas compte du potentiel qu'il a. À quel point le gars, c'est une bête, tu vois. Il y a plein de gars comme ça. Et voilà, c'est ça, en fait. Ok. Du coup, j'ai une autre question. Selon toi, s'il y a tout ce potentiel en Guadeloupe, qu'est-ce qui manque pour qu'il soit révélé, ce potentiel? Ça va très loin. Pour moi, c'est un sujet qui est un petit peu épineux parce que ça touche la politique, ça touche plein de choses, ça touche le système dans lequel on vit parce que ben, ça nous oblige. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je revendique beaucoup hein, dans mes interviews, que ma plupart, je suis 100% local, je suis un pur produit de la Guadeloupe, 100% local, on prend les billets, c'est là, j'ai dû prendre 3, 4, 5 avions là. Ouais, j'ai dû prendre 5-6 avions là, rien que depuis le début de l'année pour partir là faire des combats. Et c'est un budget, c'est un coût. C'est aussi de la fatigue, mais c'est quand même important. Et pour moi, c'est quelque chose qui est quand même voulu pour que le sportif puisse se dire, ben écoute, je suis trop limité, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas le matos. Voilà, nous on fait nos rings par exemple au Guada Boxing avec des cordes. Donc voilà. Oui. Et pour nous éclairer un petit peu plus sur ton sport, toute cette préparation et ces fonds qu'il faut pour aller faire les événements, est-ce que tu as des gens qui t'accompagnent parce que tu vas quand même boxer pour la France? Aussi, oui. Est-ce que la France t'accompagne justement quand tu vas la représenter à l'autre bout du monde? Est-ce que la France t'accompagne lorsque tu vas la représenter au bout du monde? Alors, accompagne financièrement et infrastructure. Ouais. par exemple pour la Bulgarie, non. Et là, c'est vraiment la Ligue Guadeloupe. Même pas la région, même pas le département. Donc, la région ou le département donne certains fonds à la Ligue sur l'année. Je crois qu'ils ont même réduit un peu sur le budget, un truc comme ça. Ok. Mais après, bon, ça, je vais pas trop me mélanger. Sujet épineux. Donc, du coup, c'est vraiment plutôt local. Là, c'est plutôt local. Et justement, on se bat pour ça parce que nous, département d'outre-mer, ben, c'est pas pareil que quand il y a une finale à Paris, tu habites, je sais pas, à Lyon ou même Marseille. Tu prends un train, c'est bon, tu y es, ça t'a coûté 70 €. Nous, on a des billets à 1200 balles, quoi. Donc, ce serait bien qu'il y ait une aide de la fédération, ne serait-ce que pour participer au championnat de France, c'est au niveau national. C'est déjà peut-être un des plus gros freins. Ouais, c'est l'assistance, l'infrastructure, l'assistance et la Et stigmatisation. à tous les niveaux, même en Guadeloupe, on a eu les meilleurs footballeurs. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un sur un terrain de foot, il fait une passe, le ballon il passe comme ça. Hein. Il peut même pas faire une passe droite. Par rapport au terrain, tu vois? Ouais, par rapport au terrain. Ok, d'accord. Tu vois, c'est impressionnant. Je comprends. Tu te dis, comment ça se fait qu'on ait eu de si grands champions, notamment tu vas parler de Thierry Henry, et on a des terrains de foot comme ça. Ouais. C'est pas normal, je suis désolé. Je comprends. Que le Lyon. Mais du coup, finalement, il y a aussi une résilience au niveau du système. Parce que tu résistes à un système qui t'aide pas. Et la question que je voulais me poser, c'était pourquoi ne pas essayer de participer au championnat dans le continent américain? Alors, c'est pas pareil. Les législations, et etc. La couverture aussi, être couvert et être assuré. En tant que licencié, déjà, tu as une assurance. Et ben, si t'arrive un truc ou demain je deviens tétraplégique aux États-Unis, je sais pas, pas couvert, quoi. Le plus gros problème, c'est surtout que quand tu pars dans ces pays-là, tu représentes la France. Aussi. Donc, il y a quelque chose contre la France par rapport à ces pays-là? Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, tu as le titre de français. Ouais. Donc, c'est comme si tu revenais en mode champion de France. Si automatiquement, d'accord. Si on te va dans ces pays, c'est la France qui a une défaite. Ok. Parce que tu es français. Donc, c'est. Ça crée vraiment. Et il y avait Monsieur Sorez qui a fait très bon travail là-dessus. Je pense que tu as entendu parler. Pour vous permettre aux Guadeloupéens de partir dans
ici aux États-Unis, on importe Guadeloupe. Comme ça, il n'y a pas de problème au niveau national. D'accord, donc c'est pour ça que, entre guillemets, enfin, comme, voilà, du coup, c'est l'étiquette française, voilà, qui fait que, du coup, c'est difficile pour l'État, le gouvernement de se dire que tu es en tant que Français, alors que tu dois passer par le côté fédération française pour avoir le cachet de qualité, c'est ça? En fait, pour pouvoir participer, combattre d'autres nations, il faut être champion de France. D'accord, C'est ça. automatiquement. Sauf que là, ouais, mais sauf que Tu peux pas, et c'est pas, on a un côté assurant, il y a une donne toute pénalité, parce qu'on ne peut pas se confronter aux autres régions de France, donc on a plus de combattants. La seule région qu'on a, c'est tout autour et qui sont les meilleurs du monde, parce que dès qu'on sort de la Guadeloupe, on est confronté déjà au haut niveau, au très très haut niveau. Et le souci, c'est que quand on va se confronter directement au très haut niveau, on vient en termes d'équipe de France. On représente la France. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un vrai travail qui a été fait par M. Alain Sorel pour justement quand on va dans ces pays, on soit en mode Guadeloupe. Ok, je comprends bien. Et non France. Ok, je comprends bien. Merci, C'est Moïse. vraiment une question politique. Ouais, politique. Donc, c'est encore ça. Le côté épineux, le côté politique, infrastructure, que t'as. Mais tout découle de ça, finalement. Le système. Et, mais du coup, oui, par rapport à ça, et on va arriver peut-être aux deux dernières questions, tu sais, quelles ont été, où t'as pris les ressources, quelles ont été les astuces pour que tu puisses te relever justement de ces coups durs de la vie? Ben, c'est beaucoup de mental. Alors, j'ai découvert à travers le sport que je suis même plus fort que je le pense mentalement. Et qui fait que tu as une certaine confiance en toi. Et même, tu vois, même, je pense par rapport à nos racines, notre histoire, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, l'histoire des Guadeloupéens, d'où ça vient. Il y a plein de choses que je comprenais pas à l'époque. Comment le système, comment ça fonctionne, pour qu'il m'ait moun, qu'à mettre bâton ou à moun, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, mais c'est simple, tu vas dans l'histoire, tu comprends tout. Ok. Et puis ça part de là. Et je me suis rendu compte que déjà, nous, on vient d'une lignée de guerriers. Ok. C'est pour ça qu'en fait, tout simplement, les Guadeloupéens sont aussi performants, en fait, et qu'on est une terre de champions. Les esclaves qui étaient en Guadeloupe, c'était les plus rebelles, les plus productifs, les plus... Résilients. Ouais. Okay. Et c'est pour ça qu'ils sont dans l'honnêtement aussi. Et justement, par rapport à ça, je veux revenir sur la notion de comment toi, tu t'aurais appris un coup dur. L'aspect plutôt dans la vie, du coup. On a parlé du côté l'aspect guerrier, mais est-ce que tu peux approfondir d'ailleurs? Alors, lorsqu'on a pris un coup dur, c'est toujours compliqué, hein, et on a besoin de cette période. Moi, j'ai besoin de cette période d'isolement. Où tu accuses le coup, comme on dit? Ouais, c'est ça. En fait, tu le fais ressortir les choses. Okay. Tu vois, et expérimenter des choses, exprimer. Voilà, il y a quelque chose, par exemple, bon, je reviens encore au sport. En fait, il y a toujours ce parallèle entre le sport et la vie réelle, parce que le sport, moi je dis, c'est le sport qui m'a sauvé. Okay. Parce que moi, je commençais à prendre un chemin un peu très intéressant. Ok, très pour bien. mon avenir. Okay. Donc, un peu traîner dans les rues, tu vois, ça donne rien de bon, là, traîner dans des cités, des trucs comme ça, tu vois. Donc, et pour moi, je trouve que c'est ce qui m'a aidé à tous les niveaux, que ce soit tenue vestimentaire, l'attitude, la posture. Il y a plein d'éléments, en fait, et ça m'a beaucoup aidé. Il y a un exemple que je vais prendre. Quand j'avais des coups durs, où ça n'allait pas, ou même disputes, parce que j'avais une relation un peu conflictuelle à l'adolescence. Ça, c'est pour Moïse, ça. Avec ma mère. C'est pas pour Moïse, ça. Ok, donc, ok, d'accord. Donc, le rapport, ok, comment? Ouais, et même aussi, que ce soit à l'école, ou des trucs comme ça, où tu as un problème avec tel timicier là. Voilà. Et tu as une rage à exprimer. D'accord. J'arrivais 10 minutes à l'avance à l'entraînement, tranquille, machin, boum, et je relâchais ça sur le sac. Ok, donc c'est le côté exutoire à ce moment-là. Ouais, c'est ça. D'accord. Et franchement, ça me faisait un bien fou. Et voilà. Ok, donc on peut dire qu'il est... Attends, Moïse, rapidement. On peut dire quelque part, donc du coup, après un coup dur, c'est du coup accuser le coup, et ensuite à le côté où tu relâches déjà. Je pense qu'il y a peut-être autre chose après. En fait, moi j'ai toujours vu la boxe comme une thérapie. Ok. Quand ma vie ça ne va pas bien, la boxe
Ok, En fait, tu rentres dans, je sais pas, hein, moi je rentre dans la salle, mes problèmes, je les ai laissés devant la porte. Hein. Ok. Attention, Tu vois. derrière. Oui, la porte et la plante. Donc, du coup, ça c'était quelque chose d'important. Et quand je ressors, alors certes, je vais prendre un peu de problème, mais moins que quand je suis rentré. Ok, je vois. Tu vois. Donc ça va déjà mieux. Ok. Donc Mais- c'est peut-être ce qui a manqué du coup sur le côté professionnel, un peu comme a dit Jérémy, du coup Exactement. dans le sens de d'avoir quelque chose pour pouvoir du coup évacuer, retirer la charge mentale, etc. Moïse, tu avais une question? Trouves-tu que tu es devenu plus violent en pratiquant des sports de combat ou moins violent? Trouves-tu que tu es devenu plus violent ou moins violent en pratiquant des sports de combat? Ben, en fait, quand tu commences déjà, tu as envie de violence. Ok. Parce qu'en fait, tu apprends des choses. Je te dis, pouah! Ah, ben, moi, tu vas dire, tu dis, pouah! Après, tu es à casa, moi, là. Oh, on va venir chercher moi. Tu vois? À la rue, là, là. Ouais! Tu vois? Tu as envie de voir ce que c'est. Des fois, tu te poses la question, qu'est-ce que ça donnerait vraiment dans un combat de rue? Tu vois? Tu te dis, mais en fait, moi, j'ai commencé les sports de combat, et justement, comme je vous ai dit, avec Tekken, tout ça, j'avais déjà des mouvements, j'avais déjà plein de choses. Ouais. Donc, dans ma tête, je sais déjà me battre. Ok. Mais en fait, quand j'ai commencé le sport de combat, j'ai réalisé que je ne savais rien. Il y a l'homme qui a quoi, que justement, il savent goumer. Ok. Sauf que quelqu'un qui s'entraîne, c'est comme tout sport. Si un gars, il est hyper bon en ping-pong, vous pouvez débrouiller quoi, envie de faire, vous pouvez sentir bon, vous pouvez battre des mon à casa, là, petit frère, etc. Et puis, comme on a dit, vous pouvez foutre un professionnel en ping-pong. Eh ben, la boxe, c'est pareil. Hein. Ok. Le gars, il va te ridiculiser ou pas rien, tu vois. Le gars peut peser 60 kilos, tu peux faire 100 kilos. Le gars, il te met à l'amende. Ok. Donc, c'est comme ça, en fait. Hein. Ok. Donc c'est-à-dire que j'essaie de comprendre le côté process de la chose, tu sais. Donc, du coup, tu as un coup dur. Donc, le parallèle avec le sport, tu as pris un coup dur. Donc, la première chose, c'est que tu prends le temps d'accuser le coup. Donc, de voir un peu ce qui s'est passé, de face à toi-même, si je comprends bien. La seconde partie, c'est que tu vas évacuer le trop-plein, physiquement, émotionnellement, la rage, peut-être par exemple, ce genre de choses, au sport. Et du coup, tu ressors avec une charge mentale beaucoup moins élevée. Et est-ce que ça veut dire que c'est là que ça devient c'est l'appel à la lucidité pour justement te dire que tu rebondis à ce moment-là ou c'est autre chose? Ouais, exactement. C'est à ce moment-là, déjà pour clôturer cette question. Vas-y. rapidement. Uh-huh. Et du coup, je voulais voir le résultat. Ah, ok. Et bah, en fait, plus tu apprends, plus la sagesse aussi augmente. Ok. Donc tu te dis, bah, en fait, ça sert à rien. Parce que je savais ce que ça allait donner. Tu vois, comme dit Thierry Henry, je sais. Si tu me demandes, est-ce que je peux mettre une lucarne là? Je sais que je peux. Oui, Oui. oui. Si on savait, ou quand mettre moi là en bas, là, quand vous mettez un petit bout, en savant qu'il peut te gagner. Donc, C'est j'ai vrai. même pas besoin d'y aller, d'essayer, en fait. C'est vrai. Avec le temps, ben, tu sais ce dont tu es capable et tu te dis, bon, voilà, tu connais ton corps limite par cœur. Parce que tu es un athlète, tu sais qu'à tel moment tu es fatigué, tel moment je fais ça, tel timing, je vais envoyer mon coup de pied comme ça, mon coup de poing, machin, tu te connais. Et un individu qui n'y connaît rien à la boxe, tu sais que ça va. Voilà quoi. Donc en fait, tu as même plus cette envie de violence et ce besoin de violence. Donc cette envie de violence, c'était plutôt juste pour voir ce que ça donne, mais j'ai jamais été quelqu'un de violent. J'ai jamais été quelqu'un de violent ou qui aime la violence. Au contraire, tant que je peux rester peace, même des gens moi, qui me cherchaient et tout, j'ai toujours évité l'affrontement, évité les conflits et tout. Si vraiment on va chercher, ben ok, trouvé. Ok. Mais j'ai appris une chose, c'est que, alors, la violence, c'est pas ça qui va nous amener nulle part, mais ça, j'arrivais à avoir une certaine paix grâce à la violence. Je suis quelqu'un, je suis très sur ma paix. Ok. Et là, on était quand même merde de moi à l'école. En tout cas, mais attends. En fait, dès que je me montrais violent c'est arrivé une fois bêtement. Un gars m'avait cherché et tout. Et en fait, c'était resté dans ma tête. Le lendemain matin, je vois le gars, il vient me check comme si de rien n'était. Et j'ai été violent avec lui, d'un coup. Ok. Ça l'a surpris, il s'y attendait pas. Ok. Et depuis ce jour-là, il passe jamais emmerdé moi. Et en fait, on regarde ça, on dit, mais en fait, depuis qu'on a fait mettre mon en place à yo, mon pas venir encore. Ok. Donc j'ai compris quelque chose. Et on dit, ça se reproduit une autre fois, tu vois, quelqu'un m'a un peu embêté, tout ça, machin, boum. Alors, je dis pas que c'est la solution. Non, vas-y, Mais on vas-y. fout un balayette et puis. Voilà. Je veux la solution. Je dis pas que c'est la solution. Mais bon. Il mettait quoi à tête là? En plus, il dit qu'il va jamais des mots non plus. Et en fait, à chaque fois que cette situation se présentait, j'avais toujours. En fait, après, j'ai ma paix. Ok. Tu vois? Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou, mais en fait, la violence, ça résout certaines situations. Certaines situations. Ouais.
Mais Il y a même des livres qui parlent de ça d'ailleurs. Je peut-être des bouquins, peut-être qu'on demandera à que le lion ça, mais il y a des ouvrages, des théories sur ça aussi. mais du coup, j'ai jamais eu ce besoin de violence, cette envie de violence. C'est pas la violence qui m'attire dans la boxe, mais c'est un aspect que j'accepte. Là, je vais essayer de nous mettre un peu dans le contexte qu'on a pu avoir hors caméra. On arrive au garde, s'il te plaît. Hors caméra où on parle de respect justement. Et dans le sens que cette chose-là, en tout cas la violence ou maîtrisée, en tout cas la démonstration, amène un certain respect. Et tu as parlé du coup hors caméra que, en tant que Guadeloupéen, dans les sports de combat, voire autre chose, on a pu voir ça aussi sur le monde de l'entrepreneuriat. Du coup, il faut des fois faire 2 fois plus. Enfin, en tout cas, montrer ce que l'on vaut 2 fois plus pour pouvoir effectivement être respecté, ou en tout cas, ça soit l'évidence. C'est ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai expérimenté d'ailleurs jeune, lors de mon premier championnat de France. Et pareil, je me suis dit, ok, bon, quand il rentre à Guadeloupe, quand il travaille 2 fois plus, 4 fois plus, quand il rentre dans mes combats, voilà, Ok. il n'y a pas de doute. Alors malheureusement, comme j'ai dit, j'ai dû arrêter Entre-temps, pas aux études. Enfin, aux études et différentes situations. ouais. Donc, j'avais laissé, pour la petite histoire, quelque chose qui me tenait à cœur de côté. Parce que dans ma tête, c'est champion du monde, gros bitin, c'est... Voilà, moi, je visais pas les petits trucs... je faisais pas de la boxe pour faire de la boxe, quoi. Ok. Je voulais vraiment faire un truc sérieux, voire même de vivre de ça. Sauf que, quand t'es jeune, tu sais pas quel process, en fait, comment ça se passe. J'ai juste su que ce qui se passait, c'est que la plupart des gars de boxe française, quand ils arrivent à haut niveau, ils arrêtaient la boxe française pour aller au kickboxing parce qu'il n'y a pas d'argent en boxe française pour D'accord, je comprends. pouvoir être financé. Donc dans ma tête, je me suis dit, ok, après ça, il y a un kickboxing. Après ça, j'ai vu mon premier film de MMA, c'était Never Back Down. Ah oui? J'avais vu ça, Ouais, je j'ai vois. regardé ça. On a J'ai tous vu vu, ça je au pense moins 20 aussi, ouais. fois. J'ai vu ça au moins 20 fois. Le tout premier là. C'est vrai en plus. Le deuxième était bizarre. Ah, Le non, premier, ouais. oui. Maman, pas sûr que je vais faire. Il dit, mais tu vois, on n'est pas le matin. Mais c'est parce qu'en fait, moi j'aime tous les arts martiaux. Ok. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a de trouver, mais il y en a dit toutes. Mais c'est ça en fait. Et même là. Et je me suis dit, éventuellement, je ferai ça et après, même. Ok, moi, je comprends. Et après, j'ai arrêté avec les études et tout. Ouais, c'était quand avec les études, le travail, etc. Et Covid a fait que j'ai repris, parce que la Covid a fait le Covid, crise sans sauver. Et a fait que j'ai pu avoir une introspection et je me suis dit, qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Faut t'équilibrer, ton équilibre. Ouais, mais c'était la boxe. Parce que c'est qu'à senti qu'il a manqué au bit en vie. Et j'ai repris vraiment loisir, tu vois. La compétition, c'était pas trop. Je me suis dit, un peu chaud pour retourner en compétition, machin. Mais c'était pour vous-même. J'ai rencontré Stéphane d'ailleurs qui partait pour ses premiers championnats de France à lui. Et en cahier des il s'est préparé, machin. Et le coach du club, ça a vu une de nos vidéos. Et yo monté contre un petit complot entre yo Stéphane et coach là. Et pour remettre au radon, du voilà, et un jour, il me dit ouais, tu seras là mardi à l'entraînement. Je dis à Stéphane, ouais. Et puis il me dit ouais, parce qu'il y a Pierre qui veut te voir et tout. Je dis ah bon, ok. Et puis je vois qu'il est là, machin. Il me dit bah écoute, on prépare une équipe Guadeloupe pour le championnat de France de l'année prochaine. Et j'aimerais que tu en fasses partie. Je lui dis franchement, je suis pas sûr au sein et tout. Voilà. Puis il me dit, ouais, vas-y. Après, en y réfléchissant, je me suis dit, ça qui fait mon nouveau challenge. Parce que je suis C'est le côté challenge. Ouais. Et en plus du challenge, il y avait le côté où, en non titre à récupérer là. En petit Oui. par contre, si j'en viens, Ah ouais. je suis champion de France. Ok. Donc, tu as gardé en mémoire ce qui t'est arrivé à 15-16 ans. Ouais. Et on dit, ouais, allez chercher ce titre là, qui n'a pas attrapé. Ouais. Et du coup, on s'est préparé. Et de manière évidente, du coup. Ouais. Et avant, malheureusement, on devait organiser des trucs, mais malheureusement, il n'y avait pas d'adversaire pour moi au niveau local pour pouvoir avoir un petit combat dans les pattes avant le championnat. Ouais. Et du coup, j'arrive en championnat de France aux qualifications à Perpignan et j'ai pas de combat depuis des années, quoi. J'ai arrêté peut-être, je suis resté peut-être 7 ans Quand même, hein. sans boxer, sans même. 7-8 ans. Et là, du coup, j'ai mon premier adversaire pour la mise en jambe, le gars de 2 mètres, là, 110 kilos. Je me dis, ok. Donc, et là, je fais champion de France. Donc là, c'était, ça a commencé les médias, tout ça, machin. Ouais. Et c'était intéressant. Et je me suis dit, c'est bon de montrer qu'en fait, c'est possible. Tu peux t'arrêter, tu peux reprendre, que il y a pas de. Et même moi, je me suis dit, en Japon, il l'âge quand même. En Rasipo, et tu vois d'autres là qui sont tout jeunes et tout. Tu te dis, au capet d'un film. En fait, non.
va là où tu peux. Tu vois des exemples comme un peu Ngannou, Cyril Gane, Ouais. des gars qui ont commencé un peu tard en fait. Oui. Et pourtant, gagner rien. Donc je me suis dit, écoute, fais ce que tu as à faire. Ok, voilà ça comme un peu c'est tout, mais tu fais ce que tu aimes. Tu vois. Et ça c'était important pour moi. Aujourd'hui, je viens avoir une certaine personnalité Ouais. et notoriété, que ce soit dans le domaine ou même aux yeux d'un certain public qui n'y connaît pas grand-chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se fait à un moment où les sports de combat prennent de la valeur. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à faire de sport de combat, commencent à voir ça moins comme quelque chose de bestial et violent. Oui. Et pouvoir ouvrir la voie aussi pour des jeunes, par exemple, grâce à Stéphane et moi, qu'on avait champion de France, ça a permis de pouvoir organiser les championnats de France jeunes en Guadeloupe. C'est-à-dire que quand tu es un champion de France dans ta région, tu peux organiser après des championnats de France jeunes. Donc, on a eu plus de 220 athlètes qui sont venus en Guadeloupe pour, à Pointe-à-Pitre même. Et ça, par C'est ça que tu exemple... avais fait speaker du coup. On a vu, Non, j'étais pas speaker pour ça. Mais, D'accord. là, malheureusement, on n'est pas au courant de ça. Et c'est dommage. Ok. C'est vraiment dommage. Il y a plein de choses. On a organisé comme des championnats de France ici. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis précurseur de certaines choses. Ouais. Et je me suis même pas rendu compte. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de crêpes. Et nous, voilà, en tant que petits jeunes, on essayait de faire... voilà, on a ouvert la voie pour... Aujourd'hui, on a des jeunes. On a, je crois, peut-être 6 jeunes au crêpes. Et ça me fait plaisir de les voir. Et Fort. c'est aussi notre souffrance. Et Qui encore permet- content des vrais qu'on souffert en vivre des mitins, mais aujourd'hui, ça a ouvert la voie pour des choses. Là, on est parti en Bulgarie. Mais c'est parti de moi aussi. Comme ça, j'envoie ça à mon coach. Je dis, hey, qui je ne pas garder des côtés comme ça? Il me dit, ok, je contacte le gars. Au final, il me dit, ben, c'est bon, on y va. Moi, je croyais qu'on allait être 3, donc le coach, le second, et moi, toi, l'athlète. du coup, ouais. Il me dit, ben, nous, qu'a fait un rail, on y va en équipe. En équipe, hein. ouais. Donc, on est allé avec tous les petits jeunes du Krebs, avec d'autres personnes qui voulaient y participer. Au final, on a eu quoi, 9 compétiteurs. Eux, ils faisaient de l'assaut. Moi, j'étais le seul en combat. Et ils ont tous été médaillés d'or. Je crois une médaille d'argent, deux médailles d'argent, un truc comme ça. Mais en tout cas, on a tout raflé, quoi, tu vois. On a fait un carton là-bas. Vous avez marqué- Moi, je vous suis avez marqué resté l'empreinte. après et j'ai dit, bon, les gars, laissons rentrer Guadeloupe, par contre. Et il faut pas de ça de façon. Hein. Ah non, des Guadeloupe en Bulgarie. En plus, on a tout raflé et tout. Ouais. Non, faut ça fait, Fallait quoi. marquer la chose. Ça, c'est important. C'est vrai. Pour la postérité. et pour la- Tu avais une question. Il y a 2 questions d'ailleurs. On commence par Moïse, tu laisses la place à Jean. Alors, juste pour finir ce que tu dis sur les championnats, tu parles souvent de championnat de France. Est-ce que c'est le fait d'être en Guadeloupe qui te donne accès que au championnat de France ou est-ce que tu pourrais aller au championnat du monde? Est-ce qu'un Alors, Guadeloupéen pourrait être champion du monde sans passer par la France? en étant champion de France, champion d'Europe et champion du monde? Alors oui, Ou est-ce qu'il mieux vaudrait habiter à Nice, quoi, par exemple, pour Alors, réussir à atteindre cette étape? bien évidemment, ça va aider, mais oui, c'est faisable. Par exemple, là, si j'avais gagné là, le championnat de France le 5 avril, j'aurais été qualifié pour les championnats du monde. Et du coup, d'où le fait que là, la défaite était beaucoup plus dure pour moi parce que c'est un objectif de vie. Et moi, je m'étais dit tout jeune, je serai champion du monde, ça c'est sûr. Et là, la défaite était compliquée puisqu'en fait l'adversaire, c'était déjà le champion en titre depuis un moment, enfin depuis un an du coup. On s'était préparé et tout, et lui, il s'est mieux préparé pour moi. Mais du coup, j'ai aimé quand même cette défaite et je me suis dit, en fait, même si j'ai perdu, c'est parce qu'il m'a pris au sérieux. Il a fait une vraie préparation pour moi. J'ai dit, t'as là par contre, c'est un vin non j'en ça fait un vin bien parce que sinon, il s'est que fouté moi. Et effectivement, donc voilà, je préfère avoir un adversaire comme ça, même si la décision peut se discuter. Mais voilà, on paye plein de moins. Mais en tout cas, c'est faisable de participer au championnat du monde. Bon, En s'entraînant en Guadeloupe. bien sûr. T'es en Guadeloupe. Ouais. Dernière question du public. Je vais aller dans le même sens que Jérémy. Et est-ce que pour toi, un Guadeloupéen a une même chance qu'un autre athlète de n'importe quelle région de France d'accéder au championnat de France, d'être champion de France, et de pouvoir poursuivre? Est-ce qu'il n'y a pas des barrières en fait? Bien sûr, il y a toujours des barrières, parce que déjà, il y a la barrière de la distance.
déjà, rien que ça, c'est une barrière. On n'a pas les mêmes accès, on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas... Voilà, tu rentres dans une salle de boxe là-bas, les gars, ils ont 10 sacs alignés comme ça. Toi, tu te bats entre 3-4 sacs là, avec, alors qu'il y a 15-20 personnes dans la salle. Donc, forcément, tu as cette barrière, tu as le coût du déplacement. Donc, il y a certains athlètes qui n'ont pas pu se déplacer pour juste le coût. Hein. Juste, voilà, c'est pas pour qu'ils n'avaient pas le niveau ou quoi que ce soit. Le coût, c'était pas faisable financièrement. Après, arriver là-bas, déjà, tu te rends compte, mais sur les décisions, tu comprends pas. À certains moments, tu te dis, mais pourquoi je perds? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et en fait, tu te rends compte que, les gars, maintenant, c'est un peu c'est devenu un speech qu'on va donner déjà les coachs, ils savent. Donc, ça veut dire que, écoutez, les gars, bon, si tu veux gagner, tu dois bien montrer que c'est toi qui gagne. Sinon, c'est mort. Donc, voilà, on arrive déjà là-bas, la messe est dite. Du coup, on fait le travail pour, quoi. Non seulement tu veux gagner, mais tu vas t'entraîner beaucoup plus, tu vas donner plus pour ça. Ça a alors, on va sentir un peu une injustice de certains sens, mais ça a son côté positif, c'est que mentalement, ça te booste encore plus. Et vous savez que, comme tu disais, comme on disait off caméra, on peut en parler. Parce qu'on savent qui genre, voilà. Non, c'est toi qui disais ça. Non, bon, les gars, je passe mon tour. Et puis, voilà, tu te dis, mais on peut en parler, parce que là, sans j'appelle, là, j'en lance souffert, et puis, voilà. Je comprends. Bon, la clé, c'est la résilience. La clé, c'est la résilience. Bon. Et du coup, malheureusement, notre podcast arrive à sa fin, et on va poser une dernière question, du coup, à Isaac. C'est quel message aimerais-tu faire passer à quelqu'un qui passe par des moments difficiles? Alors, c'est tout face caméra. De ne pas lâcher, parce que les coups durs, en fait, tout le monde passe par là, et souvent quand on vit certaines situations, on a l'impression d'être seul dans cette situation, alors que bien souvent, on ne réinvente pas ces situations. Tout le monde l'a déjà vécu. Et dire comme ça, c'est facile, mais tout le monde a des coups durs, même ceux qu'on voit, les plus gros, même les Teddy Riner, des gars comme ça, des personnalités qu'on voit. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir montrer, même un homme fort a besoin d'être faible. Et on avait eu une discussion avec, avec Laurent, c'est qu'en fait, même en tant qu'athlète, tu sais que dans le combat, il va y avoir de la violence, mais avant, tu as besoin d'amour, en fait. Puisque, en fait, tu as besoin d'amour pour pouvoir être plus violent. Et dans cette phase, il faut un équilibre. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Tu vas vivre des coups durs. De côté, il te faut de l'amour, il te faut des choses. Si tu n'as pas de la famille, des gens, une femme qui peut te soutenir, ben, malheureusement, tu dois compter un peu sur toi-même. C'est difficile. Mais en tout cas, il ne faut jamais lâcher. Et nous ni mental, nous sommes une race à rebelle. Donc, on pourra toujours se relever. Genou qui est plié, mais... Nous avons dit, mais nous avons levé. Ouais, nous avons levé. C'est important. Merci beaucoup. Très beau message. Hein. On ne s'entendait pas celui-là, du coup. Hein. Donc, il y a l'entourage, mais on a besoin d'amour, effectivement, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir performer. Encore merci, Isaac. De rien. Merci à toi aussi pour l'invitation. Bonne continuation. Merci encore l'équipe. On peut s'applaudir. Et du coup, on se dit à la prochaine. Cheers. Yes.